Nous sommes le 1er juin 2024 et on va faire un petit tour du grand jardin. Nous sommes donc 11 jours après le dernier suivi de culture et on voit que ça a quand même pas mal évolué en 11 jours. Alors on voit tout de suite derrière moi que j'ai placé des effaroucheurs, j'ai ajouté des effaroucheurs par rapport à la dernière vidéo parce que des pigeons sont quand même venus au milieu de la parcelle nous arracher quelques plants de maïs. Alors c'est vraiment pas grand chose, mais justement comme je l'ai vu assez rapidement, j'ai pu placer un deuxième effaroucheur, donc le standard, hein, le sachet plastique au bout d'un bâton quoi, avec un fil. Et puis ici aussi, ça peut vous intéresser, c'est l'effaroucheur express. Vous attrapez une grelinette ou éventuellement une bêche et une fourche bêche, histoire d'avoir deux manches. Vous les mettez là, vous écartez en fait d'une largeur d'épaule, et puis vous pouvez placer comme ça un habit, une veste. Ici c'est un ciré, et ça permet toujours d'éloigner les grands oiseaux comme les pigeons, éventuellement des corbeaux, des corneilles pendant quelques jours, et voilà, ça a marché. On n'a pas eu d'autres dégâts et maintenant on peut dire que le maïs est sorti d'affaire. Il est suffisamment grand ici pour échapper à la dent au bec plutôt des pigeons. Alors cette année, je peux déjà vous dire qu'on a deux semi-échecs pour des raisons très très différentes. On va avoir un échec ici sur une variété de pommes de terre, celle qui est tout à droite ici. D'ailleurs, on voit, elle a un feuillage beaucoup plus petit, on va y revenir. Et puis, on va avoir un semi-échec sur les mogettes. Et là, ici, c'est plutôt de ma faute, parce que l'année dernière, d'ailleurs, je vous avais fait un suivi de culture, vous vous souvenez, au moment justement de la levée des mogettes. On avait eu un temps frais, pluvieux, etc., froid. Et je vous avais conseillé de semer de manière assez superficielle les mogettes ou les haricots, les années où on a un temps un petit peu frais et pluvieux, parce que la graine de haricot, elle est très sensible à la pourriture. Déjà, dans le sol, si c'est trop humide, elle pourrit assez facilement. Mais également, lorsque le temps est frais, on va dire que la graine n'a pas suffisamment de force en fait, pour s'extirper du sol, pour pousser la terre qu'elle a au-dessus de la tête en gros. Et cette année, c'est un petit peu ce qui est arrivé parce que je n'ai pas écouté mes propres conseils. J'ai encore semé trop profondément. J'ai toujours tendance à semer le haricot un peu trop profondément. Alors les années où il fait sec et très chaud, il faut semer assez profondément, de manière à ce que la graine soit dans l'humidité. Et comme il fait très chaud, la graine n'a pas de problème à pousser la terre au-dessus de sa tête, quoi, et ça lève très très bien. Mais les années comme cette année, où le sol était, il était quand même à la bonne température, puisqu'on a quand même la majorité des mogettes qui sont là, mais il était un tout petit peu trop frais. Mais surtout, après le semis, on a eu des bonnes quantités de flotte, il a plu, donc ça a refroidi le sol, et puis ça a entretenu une forte humidité au niveau du sol. Et donc on a eu non seulement des mogettes qui ont pourri hein, dans le fond du sillon, j'en ai retrouvé, je suis allé gratter, et on a aussi eu des mogettes qui ont eu beaucoup de mal en fait à lever, voilà, par manque de chaleur. Et à cela, on peut ajouter quelques dégâts de limaces, hein, on peut voir là des trous dans les feuillages, etc. Et notamment au stade plus jeune, on a forcément quelques haricots, par exemple celui-là qui s'est certainement fait tout manger par les limaces, voilà, et puis il est foutu. Ici par exemple, on a également des dégâts de limaces. Donc si on ajoute le fait que j'ai semé trop profondément pour une année, encore une fois trop fraîche et trop humide, plus derrière les limaces, eh bien on a une levée que je trouve vraiment pas jolie en fait. On a un manque de densité hein, tout simplement. Et donc on va avoir finalement un rendement qui va être moindre avec des trous comme ça par-ci par-là. Alors j'ai quand même envie de dire que c'est moins pire que l'année dernière, parce que l'année dernière on pouvait avoir 2 mètres de ligne sans haricots, et ça fait vraiment après des grandes trouées pendant la culture qui s'enherbent en fait, on a les mauvaises herbes qui viennent. Alors que là, c'est quand même à peu près assez régulier. C'est-à-dire que les haricots, quand ils vont pousser, ils vont quand même globalement bien occulter toute la surface du sol. Et donc ça, c'est ce que je recherche. Mais par contre, on a quand même un manque de densité, c'est-à-dire que sur la ligne, on a beaucoup moins de haricots qu'on devrait, quoi, hein. La mogette, c'est quasiment un haricot tous les 5 cm. Alors que là, on voit, par exemple, il en manque bien deux, quoi. Entre celui-là et celui-là, il manque 2 pieds, quoi. Et ici, il manque presque 3 pieds. Donc le problème sur les mogettes, c'est aux 3/4 de ma faute. J'ai semé trop profond, encore une fois. Et on va dire un quart du problème, c'est à cause des limaces. Et on va revenir à notre variété ici de pommes de terre. Alors c'est la variété Juliette.
eh bien elle a un problème et là c'est pas trop de ma faute, on va dire. Alors globalement comme ça, l'aspect général de la culture, on voit que le feuillage il est assez chétif. Elle n'a pas fait beaucoup de tiges, elle n'a pas fait beaucoup de feuilles, les feuilles sont plutôt petites. Hein, on voit clairement hein, par rapport aux autres là à côté qui sont bien volumineuses en termes de feuillage, qui n'ont aucun problème. On voit ici qu'il y a un petit souci. Et puis si on s'approche et qu'on regarde de plus près, on voit que les feuilles elles sont un petit peu gaufrées, elles sont un petit peu marbrées, elles sont, si on va voir sur certains pieds par exemple là, on voit que ouais, c'est un petit peu enroulé presque à certains endroits. On sent qu'il y a un petit problème. Et donc j'ai effectué quelques recherches sur le problème et il semblerait bien que là, la variété Juliette, elle est en fait un virus. Et oui, les pommes de terre peuvent aussi avoir des virus. Alors lequel, je ne sais pas, il y en a plusieurs. Le virus Y, le virus A, enfin bref, c'est très très compliqué. J'ai essayé de regarder un petit peu ça, mais en plus les symptômes pour un même virus peuvent être différents. Enfin bon bref, et puis les virus de toute façon ça évolue. Enfin, c'est très compliqué, là, c'est très très pointu. D'ailleurs, s'il y a un spécialiste des virus des pommes de terre qui passe par là, qu'il n'hésite pas à nous en dire plus. Alors il faut savoir ici que je réutilise mes semences. Et on peut voir par exemple les désirés, les charpeaux Una vont très bien. Et pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez qu'avant de cultiver la variété Juliette en pommes de terre à chair ferme, on a toujours ici cultivé la Charlotte. Et la Charlotte, j'ai refait la semence pendant, je ne sais plus de 6 ans, entre 6 et 8 ans, et on n'a jamais eu de problème. Mais depuis 3 ans, on avait mis la Juliette à l'essai, et on l'avait d'ailleurs découvert ensemble, la variété Juliette, et on avait trouvé que Juliette, en effet, était un petit peu plus intéressante que Charlotte sur la table, quoi, en termes gustatifs. Et donc cette année, c'est la première année où on s'est dit, bon, bah, la Charlotte, c'est fini pour Charlotte, maintenant on passe à la Juliette, puisque ça faisait déjà 2 années qu'on avait la Juliette en culture et que ça se passait bien. Et visiblement, la Juliette, elle a dû attraper ce virus, on va dire en cours de culture de l'année dernière, mais pas au début, parce que le feuillage était beau l'année dernière au début, et on a eu des rendements assez corrects. Mais j'imagine qu'elle a attrapé le virus plutôt sur la fin de sa culture, donc quand le feuillage de toute façon dépérit, donc moi je n'ai pas prêté attention. Les tubercules étaient beaux, on a fait nos semences, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo où on voyait que je sélectionnais les semences de Juliette. Et puis, manque de peau, le problème, dès que ça a commencé à lever, de toute façon j'ai vu en fait qu'il y a un truc qui n'allait pas. Je voyais que la vigueur n'était pas là par rapport aux pommes de terre d'à côté. Et je voyais que le feuillage, il était plus petit, un petit peu, voilà, un petit peu gaufré. Alors au début, je me suis dit, bon, peut-être aussi que la Juliette, elle est un petit peu plus sensible au froid, etc. On va la laisser se développer, quoi, on va voir ce que ça donne. Mais très clairement, on voit que c'est toujours le même problème, elle a quand même du mal à se développer. Et puis vraiment ce feuillage, cet aspect-là, gaufré, un peu marbré, d'après mes recherches, c'est vraiment typique d'une variété qui a attrapé un virus. Et ce virus, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va justement gêner la plante en fait, hein, dans sa croissance, un peu comme on le voit là. Et donc le rendement là sur la Juliette devrait être assez faible, plus faible que si la variété n'avait pas de virus. On le verra, hein, mais je m'attends à ça quand même. Et donc cette année, je regrette finalement d'avoir bazardé la Charlotte, qui ne nous a jamais posé de problème en culture. Et maintenant, on se retrouve voilà, avec la Juliette qui est pleine de virus. Donc là, Juliette, eh bien, c'est clairement sa dernière année, hein. Je ne vais non seulement pas réutiliser ma semence, mais la variété Juliette, c'est terminé. Et on repartira sur de la Charlotte l'année prochaine. Et d'ailleurs, si on regarde sur les fiches Arvalis, établies par Arvalis sur les variétés de pommes de terre, je vous mettrai le lien en description. C'est un site qui est plutôt bien fait. Lorsque vous voulez choisir comme ça une nouvelle variété de pommes de terre, ça vous permet de voir un petit peu les caractéristiques de la variété sur sa conservation, sur sa sensibilité au mildiou du feuillage, au mildiou du tubercule et également sa sensibilité au virus. Et si on regarde sur les fiches Arvalis, eh bien, on se rend compte que Juliette, elle est sensible à tous les virus, en tout cas tous les virus qui sont listés par Arvalis. Et Charlotte, eh bien, elle est sensible à un virus, résistante à un autre virus et moyennement sensible ou moyennement résistante à un troisième virus. Si je n'avais jamais eu de problème avec mes Charlottes avant et en refaisant mes plants, c'est parce que Charlotte est plus résistante au virus. Et donc c'est pourquoi on va revenir avec Charlotte qui, je pense, pour les jardiniers amateurs,
qui cultivent de manière bio et qui refont leurs plants, comme nous ici, je pense que Charlotte, ça reste quand même la valeur sûre. En tout cas, nous, on va y revenir très clairement. Et souvent, on dit que la pomme de terre, elle va dégénérer. Ben, en réalité, ce n'est pas vraiment qu'elle dégénère, parce que voilà, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, dégénérer. Ça veut simplement dire qu'au fil des années, elles ont beaucoup de chances d'attraper un virus. Et puis le problème, c'est qu'après, elles ne s'en défont pas. Et donc, en effet, hein, elles donnent l'impression d'avoir finalement dégénéré. Hein. C'est-à-dire que Juliette, elle n'est pas censée avoir des feuillages gaufrés, marbrés, à moitié enroulés. Voilà, c'est pas normal. Donc, forcément, là, d'un premier coup d'œil comme ça, on a envie de dire que la variété, elle a dégénéré, quoi. Mais en réalité, sachez que c'est en grande partie à cause de ces problèmes de virus. Et d'après mes petites recherches, ces virus se transmettent notamment par des insectes piqueurs, comme les pucerons en gros. Donc l'année dernière, j'imagine que Juliette, elle a été attaquée et un insecte lui a transmis un ou plusieurs virus. Alors la moralité de cette histoire, c'est de rester fidèle à son premier amour, qui était Charlotte, et ne pas se diriger vers des jeunes Juliettes qui semblaient plus appétentes, mais qui sont finalement pleines de virus. Alors les tomates, eh bien écoutez, les tomates, elles attendent la chaleur. Voilà, cette année, très clairement, on n'aura pas les premières tomates au 14 juillet. D'habitude, dans une grande partie de la France, comme ça, sur de la tomate plein air, on peut espérer avoir la première tomate rouge au 14 juillet, mais cette année, avec le froid, etc., enfin même là, j'ai pas chaud, là, même en polaire, j'ai pas très chaud. Donc on va dire que les tomates, elles se maintiennent, hein, elles sont bien reprises, etc., mais elles attendent la chaleur. Voilà, elles sont en stand-by, mais sinon la culture est plutôt belle. Pour l'instant, il n'y a rien à signaler. Donc là, la prochaine étape, je vous en avais parlé, ça va être de faucher l'herbe un petit peu autour du jardin, de laisser sécher 24 ou 48 heures sur le sol. Et puis ensuite, je viendrai mettre cette herbe en paillage en fait sur la culture de tomates. Comme l'année dernière, j'ai placé ici au pied de la structure de serre, j'ai placé des haricots type haricots d'Espagne. Donc voilà, ils lèvent. J'en ai mis des deux côtés et puis j'ai deux variétés différentes. De chaque côté, il y a une variété. Et donc j'ai cette année mis en culture le haricot que je vous ai montré l'année dernière, hein, donc le haricot de Valvestino. C'est une variété italienne qui nous a donné satisfaction d'ailleurs l'année dernière en termes gustatifs. Justement, c'est pour ça que j'en remets. Le haricot d'Espagne se différencie vraiment très nettement des mogettes ou de tous les haricots qu'on connaît. Hein, donc haricot sec, j'entends. Et donc j'en ai remis cette année. Et puis cette année, j'ai également essayé le haricot de Soissons. Parce que le haricot de Soissons, ce gros haricot blanc là, en fait, c'est un haricot d'Espagne. Hein, je précise, le haricot d'Espagne, en fait, c'est le nom de l'espèce qui se différencie du haricot commun qui nous donne aussi bien les haricots verts que les mogettes et tous ces haricots secs dont on a l'habitude. Et donc ces haricots devraient s'enrouler autour des montants de la serre. Et puis on aura une petite récolte sympa et ça permettra justement de différencier les deux variétés. Je voulais voir si le haricot de Soissons était plus précoce que le haricot qui vient d'Italie parce que c'est vrai que la récolte elle intervient un petit peu tardivement. Alors l'année dernière, l'automne a été assez sec, donc ça a été, on a fait une très belle récolte, on n'avait pas de haricots pourris. Mais voilà, si on peut encore gagner quelques jours ou quelques semaines sur la récolte, on ira peut-être sur le haricot de Soissons. Donc là, ça va être le grand duel de cette année. Alors on voit que les tomates ont été binées, hein, j'ai fait un binage. Et c'est aussi pourquoi d'ailleurs, je n'ai pas encore installé les fils. Déjà parce que les plants sont très petits, ils n'en ont pas besoin, hein, ils n'ont pas besoin de tuteur encore. Mais justement, j'essaye d'installer les ficelles le plus tard possible parce que tant que le sol n'est pas paillé, je peux passer ma petite griffe, la griffe Wolf que je vous avais montré dans une vidéo là, sur la culture de l'ail. Parce que si j'ai les fils là, qui pendent en fait avec mon outil à manche long, etc., après c'est un petit peu difficile de biner. Donc là, il y a eu un binage. Et puis voilà, on ne va pas tarder à pailler quand même. Ici, on a eu un butage. Donc le butage a été fait à la houe. Pareil, je vous avais fait une vidéo sur le sujet il y a quelques années maintenant. Et puis le reste a été sarclé une fois, donc les haricots, le maïs. Et le maïs a également été éclairci. Là, on a à peu près la densité finale du champ. En fait, là, en gros, maintenant, je vais simplement continuer de faire quelques sarclages, butages. Et on va laisser le maïs tranquillement pousser.
Sur cette zone de paillage, j'ai mis en place les 6 concombres et les 6 melons. Alors les melons, qu'on soit très clair, cette année en Bretagne, avec le manque de chaleur et puis le fait qu'on ne soit pas en avance, ça va être un petit peu compliqué. Surtout que, vous le voyez, ils ne sont pas sur bâche noire. Et s'ils avaient été plantés sur bâche noire, ça permettrait justement de chauffer davantage le sol et globalement de chauffer la plante, et ça pousserait un petit peu plus vite. Donc cette année, c'est la dernière année où j'ai les melons sur, on va dire, paillage organique, parce que vraiment, quand on est au nord de la Loire et puis en Bretagne et qu'on veut faire du melon, avec des années comme ça, déjà c'est pas gagné, mais si on veut se donner une chance quand même d'avoir du melon, il faut cultiver le melon sur bâche en fait, hein, sur une bâche noire notamment qui chauffe bien le sol. Donc cette année il n'y en a pas parce que c'est encore une année un peu transitoire où en fait cette culture-là ne sera plus dans le grand jardin, elle retournera dans le petit jardin. Et je n'ai pas envie cette année de sacrifier une bâche qui, les années futures, ne correspondrait à rien en termes de dimension. En fait, le melon, à l'avenir, il sera fait sur une bâche donc, qui sera tout en longueur. Donc la bâche fera à peu près 1,20 m de large et on aura un trou de melon tous les mètres ou tous les 1,20 m. Et on viendra planter dans le trou et donc ça fera toute la longueur du petit jardin. Voilà, ce sera une ligne en fait de melon et comme ça ce sera standardisé et chaque année je pourrai réutiliser ma bâche pour faire du melon. Sous nos latitudes, je vous conseille très fortement de vous diriger vers une culture sur bâche noire, voire même démarrer la culture sous des petits arceaux, ce qu'on appelle les arceaux nantais, avec un petit plastique par-dessus ou un petit pédicette au moins pour le démarrage. Ça peut vraiment aider à récolter du melon, quoi. Concernant les concombres, les besoins en chaleur sont quand même moindres et globalement je continue et je continuerai de faire mes concombres sur paillage organique. Ça marche très bien, je n'ai pas à me plaindre pour les concombres. On a largement suffisamment de concombres pour manger en frais et faire tous les pots de cornichons pour l'année, puisqu'on fait des cornichons lacto-fermentés notamment. Les 4 pieds de courgettes qu'on avait vus la dernière fois, eh bien, on voit que ça se passe très bien. Vous voyez, ils ont bien poussé en 11 jours. Hein. Les trucs verts, là, justement, on voit que ce sont les plants de maïs qui ont été éclaircis. Vous voyez, je les ai jetés ici pour servir de paillage. Alors ici, on a les oignons pour faire la semence, donc les oignons de Mazet. Donc là, la prochaine étape, ça va être de mettre des tuteurs et de mettre des fils, en fait, de part et d'autre pour pas que les tiges cassent et ne tombent. Les échalotes, eh bien, on est toujours dans les clous. Elles vont être, je pense, assez intéressantes, mais bon, on n'y est pas encore. Hein. Elles ont encore tout le mois de juin là pour pousser, au moins. Après, au cours du mois de juillet, elles vont commencer à dépérir. L'ail, eh bien, l'ail, comme prévu, la rouille arrive un peu partout. Donc ça, c'est lié aux conditions de l'année. Mais encore une fois, ce n'est pas un problème. On a les calibres quand même attendus. Et puis de toute façon, là, dans 15 jours, c'est la date à peu près de récolte traditionnelle ici sur cette variété d'ail. J'ai toujours récolté mon ail entre le 15 et le 20 juin. Donc c'est ce qui risque d'arriver cette année. Alors la petite parcelle de blé, eh bien, on voit qu'on a été obligé, ça y est, d'installer les filets pour lutter contre les moineaux, puisque les moineaux, justement, ont commencé à nous manger la variété la plus précoce dont je vous avais parlé la dernière fois, qui était le rouge inversable. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir vous rendre compte des dégâts, c'est-à-dire que lors de la dernière vidéo, on voyait que le rouge inversable était bien, quoi, hein, il avait tous ses grains, il n'avait pas été touché. Et on peut voir qu'en 10 jours, puisqu'on a installé le filet hier, on peut voir qu'ils nous ont déboîté 70% des épis en fait. Vous voyez là, il y a des épis qui n'ont plus rien en fait. Là au bout de mon doigt là-bas, ils ont tout mangé. Ils ont mangé donc tous les grains au stade laiteux. Tout ça a été dégommé en moins de 10 jours. Je ne m'en suis même pas vraiment rendu compte au début. Et puis du coup là, on a vraiment été obligé d'intervenir. Et on va avoir très peu de récolte sur cette variété-là. Bon, après, c'était pas forcément la plus jolie des variétés. Normalement, à travers le micro, vous les entendez là, les moineaux. Hein. Là, ça c'est un moineau là. Donc ils sont là, ils guettent, mais là, ça y est, on a bien protégé. Normalement, ils ne viennent pas. Ils ne passent même pas en dessous. En tout cas, l'année dernière, on avait protégé jusque-là et a priori, ils ne passent pas en dessous. Alors, au niveau de la verse, pour l'instant, on a une variété qui est celle-ci.
On peut voir d'ailleurs de l'autre côté que toutes les tiges sont collées au filet. Donc là, on a une variété qui a versé, on va dire, à moitié. La moitié du carré d'un mètre a été complètement versée sur l'ail. Et donc pour l'instant, on va dire que tout va bien. La majorité des variétés sont belles, sont bien droites, bien debout. Mais on va regarder, vous voyez d'ailleurs, avant de mettre les filets, j'avais installé deux piquets ici avec un fil pour retenir toute cette masse-là qui était complètement couchée sur l'ail. Voilà, donc on croise les doigts pour qu'aucune autre variété ne verse parce que vraiment on a des variétés assez intéressantes. Notamment, j'ai commencé à repérer celle-là. On voit que la dernière feuille, elle est encore à peu près saine. Souvent, c'est ce qu'on regarde hein, sur un blé, c'est la dernière feuille avant l'épi. On regarde si elle est saine parce que voilà, elle permet d'alimenter encore le grain. On peut voir que d'autres variétés ici sont déjà plus jaunes ou plus attaquées. Là, on voit ici on voit d'ailleurs de la rouille ici, là, sur la feuille ici. Donc voilà, j'ai vu cette variété-là. On a également cette variété-là qui est encore intéressante. Là. Celle-là, elle a presque 2 à 3 feuilles avant l'épi qui sont encore tout à fait intéressantes. Celle-là, c'est pas top. Bon, celle-là, n'en parlons pas. Hein. Celle-là, c'est pas très grave si les moineaux m'ont bouffé, on va dire. Celle-là non plus, c'est pas top. Et au bout de la ligne, ici, on peut voir les 2 variétés que j'avais l'année dernière. Donc ça, c'est le rouge de Saint-Lô. Donc lui, on peut voir que c'est vraiment... Non, là, c'est pas top. Hein. C'est pas top. Et ici, c'était la variété Capelle des Prés, qui était un petit peu la grande gagnante de l'année dernière. Bon, on va dire que pour l'instant, elle s'en sort pas trop mal. On va voir quand même ce que ça donne à la récolte. Mais on va dire que pour l'instant, ce sont deux blés population de la région qui sont plutôt intéressants. Alors par contre, ils sont très hauts. Donc ils ont quand même un risque de verse. Et puis on a le seigle qui a continué, on va dire, à verser, en tout cas le pied a versé. Après les tiges, elles, restent quand même assez dressées. Donc lui, il continue son cycle. Et ce qui est intéressant aussi avec ces vidéos de suivi de culture, c'est de regarder un petit peu l'évolution du jardin et l'évolution des plantes sur finalement un nombre de jours assez restreint. Si vous vous souvenez bien, il y a 11 jours, donc lors de la dernière vidéo de suivi de culture, eh bien, les pommes de terre étaient beaucoup plus petites, les mogettes étaient à peine en train de sortir de terre, le maïs, il était tout petit. L'ail n'était pas aussi attaqué par la rouille. Hein. On se souvient, on avait surtout un foyer sur le milieu et l'ail était encore bien vert aux 2 extrémités. Là, ça commence à être bien uniforme. Donc, on voit vraiment l'évolution des choses. Et je trouve que c'est l'intérêt des suivis de culture, c'est d'avoir ces images en fait qui permettent, qu'on peut mettre côte à côte finalement et voir comment ça a évolué. Par exemple, on peut voir qu'une plante qui demande beaucoup de chaleur comme la tomate, eh bien, on peut voir qu'elle, en 11 jours, elle n'a pas énormément évolué. Hein, elle n'a pas pris 10 cm, hein, clairement, elle n'a vraiment pas beaucoup évolué. Alors qu'une plante un peu moins gourmande en chaleur, on va dire, comme la pomme de terre, elle a vraiment explosé. Et on se donne rendez-vous pour la suite des suivis de culture et je vous dis à la prochaine.